Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terres et Vignes, un magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Question du jour, comment concilier changement climatique et activité agricole? Nous allons tenter bien sûr d'y répondre durant cette émission. Alors, les aléas climatiques sont plus fréquents, trop sec, trop de pluie. Les céréaliers, les maraîchers, les vignerons au bois sont affectés dès aujourd'hui. Alors, dans le même temps, il faut assurer la disponibilité de l'eau au robinet et à la fois sa qualité. Est-ce que les pratiques agricoles entrent en jeu? Je l'avoue, cela paraît compliqué comme sujet. Du coup, je vous propose de voir cette brève vidéo pour introduire cette émission. Bienvenue. Le réchauffement climatique peut avoir également des répercussions dans l'aube. Une augmentation des températures de 1,5 à 3 degrés d'ici 2050, cela peut avoir des conséquences. Par exemple, la stratégie d'adaptation au changement climatique, parue début décembre 2016, cite qu'il faut prévoir de faire face à une baisse des précipitations de 6% d'ici 2050, surtout en été. Ces longs épisodes de sécheresse s'accompagnent d'événements tempétueux avec de fortes pluies. Autre changement, les débits des cours d'eau peuvent baisser de 10 à 30% d'ici 2100. Cela peut s'accompagner d'une augmentation de la concentration des polluants. La température des cours d'eau peut elle aussi augmenter de 2 degrés. Sans oublier une augmentation de l'évapotranspiration de l'ordre de 16% d'ici 2050. Voilà, deux invités pour nous parler de ce sujet du changement climatique. Je parle bien de changement. Tout d'abord avec vous, Nicolas Juillet. Vous êtes, entre autres, membre du comité du bassin Seine-Normandie et président de la commission prospective et programmation. On le voit avec cette brève introduction, tout le monde est à la fois impacté et acteur, j'ai envie de dire. Du citoyen qui apprécie d'avoir de l'eau au robinet, parce que c'est un peu ça la finalité, les agriculteurs qui doivent faire face aux aléas climatiques. Mais finalement, quel est le lien entre votre mission du bassin Seine-Normandie et ce sujet-là? Je dirais, au niveau du bassin Seine-Normandie, nous avons travaillé à une stratégie d'adaptation au changement climatique, donc sous l'égide du préfet de la région Île-de-France, qui est le préfet coordonnateur de l'ensemble du bassin Seine-Normandie, donc qui s'étend des sources de la Seine, ou des sources de l'Aube, ou des sources de l'Yonne, ou des sources de la Marne jusqu'au Havre, pour regarder les incidences que le changement climatique pourrait apporter et prendre à présent des mesures pour essayer de contrer ou de minimiser ces effets négatif. En tout cas, on va voir un document qui a été édité fin 2016 ou fin 2016. Ouais. Et ce document que nous allons voir là, vous avez défini 5 objectifs globaux. On va rentrer dans le détail durant l'émission. Quels sont-ils ? Alors, les objectifs globaux, c'est effectivement de retenir l'eau au maximum à la source, je dirais, et dans les têtes de bassin. Ça a deux avantages, c'est que ça limite les inondations et ça permet aux nappes phréatiques de se recharger. Je crois que ça, c'est un point tout à fait important qu'il faut travailler. Et puis, il faut travailler avec les villes, il faut travailler avec l'agriculture, il faut travailler avec les industries pour qu'à chaque fois qu'on le peut, favoriser la réinsertion dans le sol de l'eau et pas de la faire écouler le plus vite possible pour s'en débarrasser. Moi j'avais noté consommer moins d'eau, préserver la qualité de l'eau, protéger la biodiversité, prévenir les risques d'inondation, les risques de couler de boue aussi, voilà, parce qu'avec les fortes pluies. Et enfin une dernière qui concerne pas le département de l'Aube, anticiper les conséquences de l'élévation du niveau de la mer. C'est ça l'enjeu, et même dans l'Aube. Ici dans le département, je crois que 60% des surfaces du bassin dont vous avez la charge en quelque sorte sont agricoles. Votre but, quel est-il? C'est de préparer les exploitations agricoles au changement ou de les faire participer? L'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble, je dirais, les acteurs du territoire, parce que ce soit les élus locaux, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les artisans et les consommateurs, je dirais, sont tous intégrés dans leur territoire et doivent travailler pour adapter cette stratégie de changement climatique pour demain essayer de limiter les effets au maximum de ce changement climatique. Parce que un consommateur d'eau, il veut avoir de l'eau potable, mais il rejette aussi de l'eau usée. Très souvent, l'eau usée est rejetée dans les rivières, et s'il n'y a plus d'eau dans les rivières, on va polluer les rivières. Donc je crois qu'on est sur un cycle tout à fait important sur lequel il faut travailler pour continuer à avoir de l'eau de qualité pour le consommateur, pour l'agriculture. Je rappellerai quand même que l'économie globale dans un département comme l'Aube, mais sur le bassin Seine-Normandie, est à très forte proportion agricole, en dehors de la région Île-de-France et de la région parisienne, bien entendu. Je crois que vous m'aviez donné des chiffres en préparant l'émission, 15 millions de mètres cubes d'eau utilisés par vous, moi, au quotidien, et pour le monde agricole,
pour l'irrigation. Donc tout ce qui est consommation humaine, je dirais, et même les élevages, puisque les élevages sont reliés sur l'adduction d'eau en général, c'est entre 15 et 17 millions de mètres cubes, et l'irrigation agricole, c'est aussi 15 à 17 millions de mètres cubes. Et quand la Seine déborde à Nogent, qu'elle coule en moyenne à 200 mètres cubes seconde, c'est entre 15 et 17 millions de mètres cubes qui passent dans la journée à Nogent-sur-Seine. Donc je dirais 2 jours de crue à Nogent-sur-Seine nous permettraient d'être tranquilles toute l'année au niveau de l'eau potable et de l'eau pour l'agriculture et les activités économiques. En tout cas, on voit bien que vous connaissez le sujet par cœur, à tout ça de tête. Je propose justement de voir un exemple, un témoin, un agriculteur témoin qui fait face à ces aléas. Alors, comment agir pour le climat ? Comment y faire face? Je propose d'écouter Nicolas Lochet. Nicolas Lochet est agriculteur depuis près de 15 ans à Fouchères. Désormais, il tient compte des changements climatiques pour choisir ses cultures. Depuis maintenant je dirais 4-5 ans, des grosses amplitudes météo, que ce soit des canicules, des années avec beaucoup d'eau, oui effectivement on s'aperçoit qu'il se passe des choses au niveau changement climatique. Les céréales globalement sont quand même assez résistantes, on n'a pas des variations qui sont très énormes. C'est plutôt les cultures de printemps comme les petits pois, le tournesol, qui on s'aperçoit depuis quelques années, on a des printemps un peu atypiques et c'est effectivement ces cultures-là qui prennent en premier. On a introduit une nouvelle culture comme par exemple le chanvre, qui est beaucoup moins sensible aux aléas. Notre assurance récolte, c'est ça, c'est la diversité des cultures qui fait que si une culture pêche une année, d'autres cultures nous rattrapent. On n'a pas le choix, de toute façon le climat c'est notre premier facteur, aujourd'hui. On a beau faire tout ce qu'il faut sur la culture, mettre les bons intrants aux bonnes périodes, si à un moment ou à un autre le climat nous embête, au final on va le retrouver, quoi. Suite à de multiples périodes de sécheresse, mais également en raison du coût, Nicolas change ses méthodes de travail. Quand vous avez des années avec sans pluie, il faut arriver à préserver la ressource en eau parce que forcément elle est quand même moins importante, donc on a 2 choses en place. Une citerne pour récupérer l'eau de pluie et puis préservation des cours d'eau. Parce que forcément, si la ressource en eau est moins importante, il faut quand même qu'on la garde de bonne qualité. Donc la mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau pour éviter ce qui est lessivage de produits phytosanitaires ou lessivage d'azote. On fera partie des gens sur lesquels on tapera dans quelques années si on n'a rien fait. Nicolas a adhéré au réseau Défi qui vise à réduire l'usage des intrants tout en préservant les rendements. Nicolas préfère anticiper, réfléchir et agir dès aujourd'hui, par exemple pour le travail du sol et les consommations. S'il fait de plus en plus chaud, ce qu'il va falloir s'adapter, c'est arriver à garder le maximum d'humidité dans le sol. Voilà. Et pour garder cette humidité dans le sol, je pense qu'à terme, il faudra qu'on travaille moins les sols, qu'il y ait plus de couverts, de façon à mieux structurer notre sol et ce que l'eau se rende plus disponible pour la plante et plutôt qu'elle s'évapore directement dans l'atmosphère. C'est une réflexion qui aujourd'hui est en marche et qui, à mon avis, va s'imposer dans les années qui viennent. Nous adapter aujourd'hui, c'est aussi notre consommation de carburant, parce qu'effectivement, des carburants, c'est du CO2 qu'on rejette. Tous ces éléments-là vont à terme être sujets de réflexion pour changer notre façon de faire et consommer moins, globalement consommer moins, comme vous essayez de consommer moins d'emballage, et ça sera pareil pour nous. Voilà, on va s'adapter de la même façon. Nicolas se dit curieux de trouver des solutions et réfléchir sur comment concilier durablement économie et environnement. Il y en a beaucoup comme lui, dit Nicolas Lochet, là, qui a l'air vraiment déjà parti. Lui, hein. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont partis aujourd'hui. Alors, c'est pas la majorité, très clairement, mais il y a quand même dans tout le département des groupes, et à l'échelle du bassin Seine-Normandie, mais aussi d'autres secteurs de France, beaucoup de gens qui sont dans ce schéma-là, très clairement. Justement, Didier Petit, vous les représentez un peu ce soir. Vous êtes à la fois responsable du service Home, Entreprise, Territoire à la Chambre d'agriculture Aube et Haute-Marne. Oui. Votre travail de conseil au sein de la Chambre, il est conséquent, d'abord, en bref. Alors, sur cette question du climat et de l'atténuation du climat et aussi de l'adaptation, il a commencé dans les années 90. Mais dans un premier temps, on a cherché avant tout à travailler sur l'évaluation de l'agriculture vis-à-vis de son bilan énergétique et aussi de son impact vis-à-vis des gaz à effet de serre. Parce qu'à cette époque-là, la question du climat n'était pas encore perçue très clairement par les agriculteurs comme impactante sur leurs exploitations. Par la suite, donc, dans les années 2005, a commencé à venir la question des énergies renouvelables et en particulier la méthanisation.
qui est apparu très rapidement comme un moyen de diversifier les sources de revenus des agriculteurs, mais aussi très rapidement aussi de valoriser les effluents d'élevage, puisqu'on sortait d'une période de mise en conformité des bâtiments d'élevage assez traumatisante pour les éleveurs, quoi. Voilà. On a poursuivi le travail sur la question des économies d'énergie et dans le même temps, dans les années 2010-2012, on a commencé à voir arriver la question des aléas climatiques, c'est-à-dire on a commencé à sentir l'impact du réchauffement climatique dans les exploitations, particulièrement dans le sud du département de l'Aube. Et là, effectivement, la question de l'adaptation a commencé à rentrer en ligne de compte. Mais comment c'est perçu aujourd'hui par le monde agricole, ce changement climatique? C'est une contrainte, c'est on baisse les bras, voilà. C'est pas une contrainte au sens où les agriculteurs le vivent par rapport à une réglementation ou autre. C'est plutôt un fait nouveau qui impacte durablement les exploitations et qui va amener à des adaptations en profondeur. Il se trouve que ces adaptations en profondeur, donc, vont aller probablement de pair avec d'autres qui, par contre, sont imposées au plan réglementaire, comme la protection de l'eau. Donc il y a une convergence d'un certain nombre de choses autour de tout ça. Bon, je vous ai laissé, mais on va être en retard, si vous... Juste un dernier mot, plus rapidement peut-être, mais comment percevoir les signes et quels sont-ils, ces signes du changement climatique? Alors, les signes du changement climatique, c'est la multiplication des aléas, d'une part, et d'autre part, c'est les impacts donc, du réchauffement climatique. Essentiellement, donc, les nombres de jours échaudants supérieurs à 30 degrés, etc. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Nicolas Juillet, je propose de voir maintenant les actions prévues. Dans les actions définies, je lis, pour rendre les exploitations agricoles plus fortes face aux aléas, vous prévoyez, comme on l'a vu dans le sujet, une plus grande diversification des cultures, favoriser des variétés sobres en eau, la recherche sur des variétés plus résistantes au stress hydrique, et j'ai vu le développement de l'agroforesterie. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi? Que viennent faire les arbres là-dedans? Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais les arbres permettent de réduire les effets du vent au niveau du sol. Et donc, quand il y a des grands vents, l'été, les sols se dessèchent beaucoup plus. Et l'agroforesterie, d'après les études qui ont été menées, il y a un certain nombre d'essais qui sont faits chez les agriculteurs, ça permet effectivement de réduire ces problématiques de vent. Mais ça permet aussi de développer la biodiversité. Et je crois que c'est un complément global de ce travail avec les haies. Alors, agroforesterie avec des grands arbres, mais aussi avec des haies et tout un schéma qui doit travailler ensemble par rapport à l'érosion aussi. Justement, à propos d'érosion, je crois qu'il y a une autre action, c'est être moins dépendant à l'eau. Ça dépend, on l'a vu, vous l'avez très bien expliqué, ça dépend aussi du sol. Mais comment on agit sur le sol? Le sol, il est là, point barre. Le sol, il est là, mais selon comment on cultive le sol et selon les plantes qu'on met sur le sol, on peut avoir plus ou moins de rétention d'eau et d'infiltration d'eau. Donc je crois que c'est ces éléments-là. Et Nicolas Lochel, dans le reportage, le disait tout à fait bien, que l'adaptation, elle est là aussi avec des couvertures de sol pour éviter l'évaporation directe du sol. Bien, je vais rebondir là-dessus pour voir un autre exemple. C'est un autre agriculteur et on va voir comment il agit dès aujourd'hui pour faire face aux aléas climatiques. En apparence, Michel Chambrion est un agriculteur en polyculture comme un autre, sauf qu'il a choisi d'intégrer un réseau de fermes spécifique. Donc je fais partie du réseau Life AgriAdapt, un travail réalisé par la société Solagro qui est basée à Toulouse. Donc le but de cette société, c'est de collecter des données sur plusieurs types et typologies d'exploitation agricole. C'est en lien direct avec des données climatiques sur 30 ans. Voilà, je pense que c'est à partir de ces bases de données qui vont pouvoir nous projeter sur un environ de, 10-15 ans, et quelle est l'adaptation de ces cultures par rapport à ces nouvelles données climatiques. S'il n'a pas encore reçu les premiers résultats, Michel a d'ores et déjà adapté son exploitation au changement climatique, avec notamment une diversification des cultures, des indicateurs de consommation et une assurance aléas climatiques. Avec une assurance grêle qui s'est déclenchée qu'une fois en 20 ans. Par contre, l'assurance climatique que j'ai souscrite il y a 4-5 ans, tous les ans, elle s'est déclenchée suite à un événement climatique. Donc oui, en effet, il y a changement climatique. Il y a une culture, notamment le maïs, qui est très très exigeante en eau. Et vu les changements climatiques avec ces périodes de sec, notamment à la maturité, donc là je me suis dit, il faut que j'arrête cette culture pour en mettre une autre moins gourmande en eau. Voilà.
Donc là, c'est un suivi de mes consommations de carburant. Donc j'ai démarré à peu près à 100 litres hectare, et là, à l'heure actuelle, je suis descendu à 85 litres hectare de consommation. On ne peut pas prendre ça comme une contrainte. Je pense que dans la durabilité d'une entreprise, c'est important d'avoir des indicateurs pour évaluer sa performance, soit environnementale, soit économique. Michel souhaite anticiper tous les types de normes et de suivi qui permettront de protéger son activité et l'environnement. Pour cela, il a entrepris les démarches pour être certifié ISO 14001. J'ai anticipé le risque environnemental sur mon exploitation agricole, c'est-à-dire le risque de pollution sur la nappe phréatique. Donc ma cuve à fioul c'est une cuve double paroi équipée donc d'un système d'alarme. Mon stockage d'azote est également sécurisé. Des outils comme des stations météo lui permettent également de doser au plus juste ou intervenir au bon moment dans ses cultures. Par exemple, si le printemps il est sec, donc on va anticiper en mettant moins d'azote sur les cultures, sachant que cet azote sera moins valorisé également par la plante. Voilà, moins de pluviométrie, on va baisser automatiquement ces intrants. Oui, en effet. Michel Chambrion anticipe les changements à venir. Il se dit plutôt favorable à un indicateur carbone sur son exploitation afin de travailler en tenant compte du réchauffement climatique. Mais Didier Petit, on en est où là, du monde agricole dans la contribution au réchauffement, au changement du climat par rapport au transport, à l'industrie ? Alors actuellement, on évalue que l'impact en termes de production de gaz à effet de serre de l'agriculture est de l'ordre de 18 à 19%. Et cet impact a été atténué de 6% là, les dernières années par justement des mesures prises dans l'exploitation, telles que celles qui nous ont été indiquées à l'instant, à savoir donc essentiellement la réduction des intrants, l'optimisation des pratiques d'alimentation des élevages et aussi des pratiques qui se développent de plus en plus, telles que l'agriculture de conservation, entre autres. Les impacts du changement climatique, ça peut être quoi? On a vu la sécheresse. Vous avez parlé d'échaudant tout à l'heure, c'était quoi? Alors, donc, en dehors des aléas, donc pluviosité, gel, etc., donc on a trois impacts du réchauffement climatique qu'on constate. Donc d'une part, effectivement, c'est question de température au-delà de 30 degrés au mois de mai-juin qui impactent les cultures et le rendement des cultures à une période clé. D'autre part, on a le problème de la sécheresse avec l'évapotranspiration, parce que bon, si la pluviosité et la pluviométrie ne baissent pas trop, eh bien en réalité, l'évapotranspiration s'accélère. Et puis, il y a un troisième effet qui, pour l'instant, n'a pas d'impact réellement mesuré sur la rentabilité, c'est le raccourcissement des cycles de production, c'est-à-dire qu'on a gagné 3 semaines tant dans la viticulture que dans les grandes cultures, dans les dates de récolte. Alors ça peut avoir des effets néfastes, notamment l'allongement ou le raccourcissement des cycles par rapport au gel de printemps sur les productions. Bon, en tout cas, on voit que c'est le sujet, le changement climatique, ça concerne l'Aube. On y revient avec nos invités, juste après une page de publicité. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
retour dans Terres et Vignes avec nos invités. Nicolas Juillet, on parle de changement climatique, on parle d'inondation. Ça concerne, je pense, surtout la zone entre Nogent et Bray-sur-Seine. Et je crois que dans le rapport, il est envisagé de restaurer des zones d'expansion des crues. C'est quoi, pourquoi et c'est vraiment important. Alors sur la zone, on est même aussi en amont de Nogent-sur-Seine, de Romilly, Nogent-sur-Seine, jusque sur Bray-sur-Seine. L'idée, ça a été fait sur d'autres secteurs et en particulier sur la vallée de l'Oise, où les agriculteurs, pour faire qui acceptent de laisser leurs champs, les années où il y a des inondations, pour, un peu surinonder, peuvent être indemnisés. Donc il y a un système qui a été mis en place d'indemnisation des cultures qui sont surinondées pour préserver la région parisienne en particulier. Donc le changement climatique, ça coûte. Donc le changement climatique, ça coûte, mais je crois que ça coûte moins cher que de gros dégâts sur les zones habitées. Et si le métro était inondé demain, ça serait quand même un gros problème. Bon, on va encore parler d'eau, mais on va respirer un tout petit peu avec le sujet suivant. Je propose à présent une découverte, une activité piscicole. Ça ne s'invente pas pour cette émission. À sa tête, Sylvain, qui veille à maintenir et développer son activité en parlant de pêche, tout simplement. Pêche aux idées aussi, grâce à l'adhésion au réseau Bienvenue à la ferme et aussi au drive fermier. On va faire le lien de tout ça grâce au sujet suivant. Sylvain a repris cette activité piscicole il y a 30 ans. Ici, il élève, transforme, vend et propose de découvrir sa passion. Ce sont des œufs de saumon de fontaine. On a 3 espèces de salmonidés, truite arc-en-ciel, truite fario, saumon de fontaine. Et on commercialise environ 30 tonnes de truites par an. On est dans les petites structures, les gros sites font 600 à 800 tonnes. Donc on est vraiment dans les structures artisanales. Ce sont des truitelles qui ont à peu près 1 an, qui font une 50aine de grammes. C'est la truite arc-en-ciel. On les commercialise une grande partie en vivant, pour les sociétés de pêche sablières. Une autre partie donc en transformé ou en filet frais, filet fumé. Alors on se trouve devant un bassin de grosses, donc on voit en ce moment notamment que l'eau est assez trouble, parce qu'on est en période de crue. Donc entre les œufs et les poissons ici, qui font à peu près 2 kg, il faut 3 ans. Donc ici on accueille notamment tout ce qui est pêcheur, et vous avez notamment le bras de rivière au-dessus où les gens peuvent pêcher leurs poissons en famille avec les enfants. Sylvain a intégré Bienvenue à la ferme il y a 12 ans. Ici, accueillir du public, c'est une habitude. Et accueil camping-car, pêche de loisirs, et puis accueil de scolaires et de groupes où on peut faire des dégustations, des visites. Parce qu'on est quand même sur des sites assez isolés, donc ça fait du bien de voir du monde et puis de recevoir et d'expliquer son métier, parce qu'on est avant tout des passionnés par nos productions. Comment on les élève, ce que mange le poisson, comment on s'en occupe, comment ils sont transformés. Ils ont besoin de savoir quels produits on met. Piloté par les chambres d'agriculture, Bienvenue à la ferme permet également de créer un réseau de producteurs. De créer des réseaux, de se renvoyer les gens en connaissant les qualités de nos produits. On peut avoir des formations sur la sécurité alimentaire, sur la législation. Là, on en a eu sur les nouveaux logiciels de caisse, notamment, puisque avec la loi qui va changer. Il y a vraiment des services techniques dans les champs d'agriculture qui nous épaulent. C'est vraiment énorme. Les truites de l'Aube se situent en Côte d'Or, à la même distance de Dijon et Troyes. Dans les deux cas, Sylvain a intégré le drive fermier pour commercialiser ses produits transformés. Vous avez les truites fumées en filet pré-tranché, ou les œufs de saumon de fontaine notamment, qui sont des produits festifs et qui sont destinés au drive fermier. C'est un groupement de producteurs. Et puis parce qu'on se rapproche des milieux urbains, parce que notamment c'est là où il y a le plus de population. On a des restaurateurs qui nous ont vus au drive et qui nous rappellent. Et puis on en a récupéré 2 en 15 jours, 3 semaines. Et puis mine de rien, en nous faisant travailler nous dans un milieu rural comme ici, c'est 3 familles. Donc nous associer un salarié, c'est des enfants qui vont à l'école, c'est des commerces. Donc ça fait vivre nos campagnes. Je pense qu'il y a une forme de solidarité aussi. Et par ce geste-là, il nous file un coup de main à vivre, tout simplement. Grâce à la solidarité entre producteurs pour redistribuer les produits des confrères, Sylvain va également au panier de Sidonie à Romilly-sur-Seine, soit à 120 km de son lieu de production. Didier Petit, il nous reste peu de temps. L'agriculture auboise, de demain, elle ressemblera à quoi là ? L'agriculture auboise, elle va poursuivre son mouvement d'adaptation, donc avec un accroissement des tailles d'exploitation, mais plus par des regroupements de moyens que par des fermes de plus en plus grandes, vers des changements de pratique, vers de la diversification des cultures et plutôt de l'agriculture de conservation pour préserver l'eau. Et puis, elle va nécessairement contribuer à la multifonctionnalité en produisant de l'énergie grâce à la méthanisation. Et tout ça, ça s'accélère. Ça s'accélère très fortement. Nicolas Juillet, c'est peut-être important de rappeler que ça ne concerne pas seulement les agriculteurs.
Non, mais je crois que, et je l'ai dit au départ, mais je peux le redire aujourd'hui, c'est vraiment tous ensemble que l'on pourra réussir ce pari d'adaptation au changement climatique, parce que si on veut de l'eau potable, si on veut des productions économiques, si on veut un environnement protégé, c'est la seule solution. En tout cas, merci à nos invités, bonne fête à vous, bonne fête au public de l'entreprise Batitol et surtout, bonne fête à vous. C'est la fin de Terres et Vignes. Merci à tous. À bientôt. Merci.